Youssou Ndour à Bruxelles. Youssou Ndour à Bruxelles le 27 juillet. Youssou Ndour au Palais 12. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. L'imam Aliou Ndao acquitté par la chambre criminelle spéciale. Le guide religieux poursuivi, entre autres pour apologie du terrorisme, a quitté même ce jeudi le camp pénal accompagné de ses proches et de son avocat. La joie de ses fidèles à suivre dans ce journal. Un réseau de migrants démantelé à Saint-Louis. Les 26 personnes arrêtées seront présentées au procureur. La violence est invitée à la paire. Partisans d'Abdou Karim Sall et ceux d'Abdoulaye Pouy se sont violemment affrontés. Bilan des blessés enregistrés, la permanence saccagée ainsi que des véhicules. Et puis l'AMS appelle à une consommation rationnelle de l'électricité et au paiement à date échue des factures. Une sortie motivée par la dette de l'État à la Sénélec qui s'élève à 235 milliards de francs CFA. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'imam Aliou Ndao a quitté ce jeudi la prison du camp pénal accompagné de son avocat et de ses proches. Nos reporters ont pu capter les premiers mots et images du guide religieux. Reportage signé Habib Faye et Mardien. Vêtu comme à l'accoutumée, tout de blanc avec sa barbe blanche, l'imam Aliou Badara Ndao est sorti de prison cet après-midi vers 16h. Accueilli en triomphe par une foule immense avec des Allahu Akbar. L'ex-détenu du camp pénal est monté à bord d'un véhicule avec ses proches et son avocat. Pour rappel, l'imam était derrière les barreaux depuis 2 ans pour association de malfaiteurs et de vouloir mettre en place un réseau djihadiste au Sénégal. Le tribunal l'a acquitté ce jeudi, mais la figure emblématique de ce procès écope d'1 mois de prison avec sursis pour avoir détenu une arme illégalement. La chambre criminelle spéciale donc vient d'acquitter l'imam Aliou Ndao et elle condamne Matar Diokhane à 20 ans de travaux forcés. Une décision rendue ce matin donc au tribunal de Dakar. 29 personnes au total ont comparu pour des faits de terrorisme, d'association de malfaiteurs, apologie du terrorisme, financement du terrorisme et blanchiment de capitaux. Au final, le juge Sambakane a condamné 12 personnes et acquitté 15 accusés. Les détails avec Al-Hassan Ba. Imam Aliou Ndao rentre chez lui. Décision de la chambre criminelle spéciale. Il prend juste 1 mois avec sursis. La cour a décidé de confisquer son arme à feu. Fierté et satisfaction chez ses avocats. Un sentiment de gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis après 3 ans de combat d'obtenir ce résultat positif. Nous vous l'avions toujours dit depuis des années que dans ce dossier, il n'y a pas de preuve matérielle contre Imam Aliou Ndao. On ne peut pas condamner quelqu'un sur la base de simples suppositions. Le sursis, c'est une arme vieille, n'est-ce pas, qu'il détenait. Je dis victoire totale. Il a été lavé totalement sur les questions de terrorisme. Dans le dossier, évidemment, nous avions dit que ce dossier était un château de cartes qui allait s'écrouler. Et aujourd'hui, le verdict montre effectivement que même si on est conscient de la gravité de l'accusation, même si on est conscient que le Sénégal n'est pas à l'abri d'actes terroristes, même si on est conscient que le Sénégal doit redoubler d'efforts pour lutter de façon préventive contre le terrorisme, mais le droit pénal a ses exigences. Et ces exigences, c'est l'obligation de preuve par rapport à l'accusation d'actes aussi graves, c'est l'obligation de discernement. Et la justice, sa fonction première, c'est une fonction de rétribution. On ne condamne que par rapport aux faits commis par une personne. Accusé de terrorisme, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, entre autres, le juge Sambakane, dans sa décision, n'a pas suivi le réquisitoire du procureur Ali Siré Ndiaye. 12 personnes ont été condamnées. Matar Diokhane, cerveau présumé de la bande, prend 20 ans de travaux forcés. Mohamed Ndiaye, Ibrahima Diallo, Abdou Hakim Bakebaou, 15 ans. Omar Yafa, Abdou Aziz Dia, Lamine Koulibaly, Abou Diallo et Cheikh Ibrahima Ba,
10 ans. Lamine Mbalo, Latir Ndiaye et Saliou Ndiaye, 5 ans. 15 accusés ont été acquittés, faute de preuves. Y figurent les 2 épouses de Matar Diokhane, Koumbanyan et Amissal. Un procès qui a retenu toutes les attentions, premier du genre au Sénégal. La décision n'est pas encore définitive. Les condamnés peuvent faire appel. Mais pour le moment, les proches d'Imam Aliou Ndao crient victoire. Détenu presque depuis 3 ans, les avocats de l'imam Ndao peuvent introduire son dossier à la Cour suprême pour réparation après son acquittement. Selon Maître Hassan Diomaniaï, le mécanisme qui institue ce processus va démarrer dès lundi prochain. Je vous propose de l'écouter. Je disais que Dieu fait bien les choses parce qu'on vient de m'apprendre que la commission instituée au Sénégal désormais pour réparer ou indemniser les personnes qui sont détenues provisoirement de façon anormalement longue et qui par la suite bénéficient soit d'un non-lieu, soit d'un acquittement ou même d'une relaxe. Ces personnes, ce mécanisme commencera à fonctionner dès lundi. La Cour suprême a enrôlé les premières affaires qui lui sont soumises lundi à 10 h au niveau de la Cour suprême. Ces premières affaires passeront. Donc aujourd'hui, je suis à mesure de vous dire que les personnes telles Imam Ndao et autres, sous réserve évidemment d'un appel qui est toujours possible dans cette affaire, mais en tout cas tout Sénégalais qui aura été détenu de façon anormalement longue désormais et qui bénéficie d'un non-lieu ou d'un acquittement a la possibilité, de par ce mécanisme qui entre en exécution dès lundi, d'aller déposer un dossier au niveau de la Cour suprême. La décision de la chambre criminelle a suscité une joie immense chez les proches de l'imam Aliou Ndao venus le soutenir. Ils se disent plus ou moins surpris par ce verdict. Je vous propose de les écouter. Alhamdoulilah, nous sommes très contents parce que nous sommes amis des imams. Nous sommes amis de Imam Ndao. Nous sommes collaborés des années pour combattre les choses qui mal en Palestine. Donc, c'est ça. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes surpris d'une part et d'autre part, non, parce que le juge a dit le 3 malgré la pression et nous lui disons merci. Il constitue une référence, lui. Alhamdulillah. Maintenant, ce que l'État doit faire, c'est tout simplement essayer de voir l'état de santé de l'imam Aliou Ndao, le suivre s'il y a lieu même de l'amener à l'étranger, en France ou aux États-Unis. On doit l'amener pour lui faire des examens et voir. Propos par Alassane Ba, Laurent Mendy. Nous restons toujours au tribunal avec le procès en appel de Khalifa Sall. L'audience se poursuit ce vendredi. Aujourd'hui, la défense a de nouveau rejeté la constitution de l'État en partie civile. Selon Maître Siré Batili, il n'a subi aucun préjudice. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Mambiram Diouf. L'État n'a pas sa place dans un procès qui ne met en cause que des intérêts d'une collectivité locale. Il y a le principe de la libre administration des collectivités locales qui font que ces collectivités ont le conseil municipal qui délibère sur leur budget, qui l'exécute et donc par conséquent l'État n'a absolument rien à voir. Et donc son immixtion dans ce procès est une intrusion que pour nous le droit ne permet pas. Parce que si c'était cela, ça signifierait que n'importe qui pourrait venir participer à n'importe quel procès. Il faut que les gens sachent qu'entre l'État et les collectivités locales, il n'y a aucune tutelle. C'est 2 entités totalement distinctes qui obéissent à des règles distinctes. Et nous avons tenu à le rappeler parce que nous avons comme l'impression que les gens qui sont venus soi-disant ici au nom de l'État le sont pour d'autres raisons qu'un préjudice subi par l'État. Ils sont là pour essayer d'enfoncer, ils sont là pour la... Maître Samba Biteye, avocat de l'État, croit que le juge va délibérer en leur faveur en déclarant recevable la constitution de partie civile de l'État. Je vous propose de l'écouter. Il est toujours interrogé par Mambiram Diouf. On est dans le cadre d'un procès pénal où l'État du Sénégal s'oppose aux demandes de mise en liberté provisoire, ce qui peut énerver la défense. Et lorsque c'est au tour de la défense d'avoir des arguments pour s'opposer à la présence de l'État du Sénégal dans sa constitution de partie civile, elle s'en donne à cœur joie. Les attaques ont peut-être été par moments violentes, toujours passionnées, mais on est dans le cadre d'un procès pénal. C'était de toute façon... 2-3 petites questions juridiques qui ont été développées. La recevabilité d'une constitution de partie civile,
C'est deux toutes petites questions de droit qui ne sont pas compliquées, qui sont débattues tous les jours devant les juridictions pénales, qui sont soumises à la cour d'appel. Donc il n'y a aucune question technique compliquée qui a été soulevée depuis hier. C'est l'article 2 du Code de procédure pénale qui fonde la constitution de partie civile de l'État du Sénégal, à la fois devant le premier juge où cette constitution avait été déclarée recevable et aussi devant le juge d'appel où nous espérons que cette constitution sera déclarée recevable. La détention de Khalifa Sall, malgré l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, est considérée par Moustapha Guirassy comme étant une défiance de l'État du Sénégal à l'encontre de la communauté ouest-africaine. Le patron du mouvement Sénégal en tête faisait face à la presse cet après-midi. Je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Cheikh Hassana Fall et Dili Guémé. Gouvernement Sénégal dafa weddi justice dafa weddi CEDEAO dogal boobu ak communauté bi parce que xam loo xam ni da ngay dégg CEDEAO li mu wax leer na mooy procès. Ce n'est pas la bonne version, certainement. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Un réseau de migrants a été démantelé à Saint-Louis. 26 personnes arrêtées et elles seront toutes présentées au procureur. Le commissaire Bekay Diarra a donné plus de détails sur le modus operandi. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. C'est vrai, on avait l'information il y a longtemps. On savait qu'une pirogue allait venir se positionner en haute mer et que des clients recrutés un peu partout allaient converger vers Saint-Louis. Et toutes ces informations étant à notre disposition, il fallait faire une surveillance minutieuse des personnes qui étaient ciblées. C'est ainsi qu'on a commencé par repérer le domicile du cerveau de l'affaire. Nous avons interpellé au total 26 personnes. 26 personnes, il y a le cerveau qui est là-dedans. Et éventuellement, il y a 2 personnes qui font partie justement de l'équipage ou de l'équipe qui devait convoyer, qui sont recherchées. La lutte contre l'immigration clandestine, c'est la préoccupation de nos autorités supérieures et des plus grandes autorités. Et puis les filières riz pour fixer les jeunes et éviter par la même occasion l'immigration clandestine. C'est l'objectif des experts du projet promouvoir l'emploi des jeunes dans les filières riz ouest-africaines. Ils étaient à Saint-Louis. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Dans le nord du pays, des milliers d'hectares sont encore non cultivables. Au même moment, dans les zones urbaines et rurales du Mali et du Sénégal, le chômage des jeunes est l'une des premières causes d'exode rural et d'émigration vers l'Europe. Pour maintenir les jeunes et lutter contre l'immigration clandestine, des experts proposent des opportunités d'affaires dans la chaîne de valeur riz. Il y a plus de 1 million de tonnes. Comme vous le savez, les Sénégalais consomment plus d'1 million de tonnes de riz par an et pourtant plus de la moitié est importée dans les autres pays. Ce qui veut dire qu'il y a des opportunités pour les jeunes dans la chaîne de valeur riz pour trouver de l'emploi et gagner leur vie. Donc c'est mieux pour les jeunes de rester au Sénégal et d'éviter l'immigration clandestine. Nous voulons stopper ce fléau. De leur montrer un peu les différents métiers qui existent dans cette filière, les différentes possibilités qui existent dans cette filière, leur montrer aussi que par rapport à ce schéma-là, pour chaque métier, leur montrer le business model qui existe. Les jeunes des pays africains peuvent donc faire confiance à l'agriculture pour sortir de l'ornière. Dans les milieux rizicoles, le potentiel humain est là. Il nous reste juste l'accompagnement et la formation pour mieux vulgariser notre produit et assurer une entière production au niveau local. Parce que la vallée fournit d'énormes potentiels au niveau de la production agricole. Rester au pays et cultiver la terre ou être un entrepreneur chevronné est aujourd'hui le vœu ardent de plusieurs organisations au ministère du pays pour développer la compétence des jeunes et leur permettre d'accéder à des emplois productifs. En tout cas, les jeunes peuvent exploiter plusieurs opportunités dans le domaine agricole. Parfois, les commerçants cherchent moins de 10 tonnes de riz et pourtant, ils pouvaient assurer le transport et la commercialisation pour gagner beaucoup d'argent et éviter l'immigration clandestine. Aujourd'hui, les jeunes ont l'obligation de rester dans leur pays d'origine parce qu'il y a beaucoup d'opportunités de travail en Afrique. Le projet promouvoir l'emploi des jeunes dans les filières ouest-africaines sera déroulé sur une période de 2 ans en partenariat avec plusieurs ministères, dont celui de l'agriculture. Son but est de sensibiliser et former plus de 150 jeunes ou groupes sélectionnés sur les opportunités d'affaires dans la chaîne de valeur riz.
Et puis le problème d'approvisionnement en eau qui concerne la région de Dakar est purement structurel. C'est du moins l'avis du ministre de l'Hydraulique en visite de travail dans les zones maraîchères de 50 et de Pout par rapport à la date annoncée par le Premier ministre Mansour Faye. Reste prudent et annonce tout de même une nette amélioration dès ce vendredi. Ousseynou Kam, Ahmadou Bamba Samb. En tournée dans les zones maraîchères de 50 Pout et environ, le ministre de l'Hydraulique estime que le déficit en eau qui secoue la région de Dakar est plutôt structurel que conjoncturel. Le déficit est structurel. Je vous donne un exemple très simple. En 1981, la production était de 147 000 et les autorités projetaient de mobiliser 372 000 en 2000. Aujourd'hui, la production estimée tourne autour de 360 000. Donc il y a un déficit qui est là, dû effectivement à un retard d'investissement, mais aussi donc à un croît démographique de la population au niveau de Dakar. Sur le délai annoncé par le chef du gouvernement, le ministre affiche une prudence et parle d'amélioration dès ce 20 juillet. Je pense que ça va s'améliorer. Franchement, avec ce qu'on a fait, on va mobiliser aujourd'hui 12 000 m3 rejetés sur cette Carmel. Ça c'est un. Mais il y a une chose aussi que j'ai oublié de dire. Ça dit normalement que Montmartre, la 4e pompe, théoriquement, si tout va bien, va démarrer entre samedi et dimanche. Des techniciens sont sur place pour faire les derniers réglages donc, des ballons anti-bélier. Donc c'est de nouveaux ballons, donc améliorant le dispositif de sécurité. Et théoriquement, les travaux vont se terminer demain. Et dès que les travaux se terminent, nous allons remettre en marche la 4e pompe. Cela va nous permettre de mobiliser 15 000 m3, plus ces 12 000, ça fait 27 000 m3. C'est à peu près la moitié des déficits. Donc, en tout cas, la situation va se régler graduellement. Donc, je ne vais pas dire demain, mais normalement, on va commencer à sentir les effets à partir de demain et ça va s'améliorer durant toute la semaine. Et peut-être avant la fin de la semaine prochaine, nous aurons en tout cas à couvrir tout le déficit et cela va régler en tout cas définitivement cette question-là. En attendant maintenant les autres phases. Au maraîcher de la zone. Baccalauréat 2018, après l'affaire des 127 candidats renvoyés, nos reporters ont fait un tour au centre Malamine Camara de Grand Yoff pour voir si les dispositions ont été prises pour une interdiction formelle des téléphones portables. La réponse est oui. Le président du jury regrette le manque de fermeté de certains parents d'élèves. Un reportage signé Souadou Ndiaye et Gervais Yao. Au centre, c'est Jean Malamine Camara des HLM Grand Yoff. L'ambiance est plutôt calme à la pause. Ici, tous les candidats sont en phase avec les dispositions prises. Et nous, à notre niveau, avant le démarrage de chaque épreuve, on fait lire l'avertissement aux surveillants dans toutes les classes avant de pouvoir lancer les épreuves. Ici, il n'y a pas de problème similaire. On n'a pas récupéré de téléphone portable chez les candidats. Moi, dans la cour même, je n'ai pas vu un candidat avec un téléphone portable. Sur les convocations des candidats, la mesure est pourtant lisible. Mais certains en font fi. 127 candidats renvoyés. Les parents sont indexés. C'est la faute des parents et aussi des élèves. Moi, par exemple, chez moi, il y a un candidat qui est dans un autre centre, bien sûr. J'ai tout fait pour qu'il n'amène pas son téléphone portable avec lui en allant au centre d'examen. Même si le laxisme de certains parents est évoqué, ces candidats, eux, ne passent même pas passer outre les interdictions. Les épreuves dans l'ensemble, bon, c'était bien passé. Et puis aussi, le fils du bac avait pris des mesures et qui étaient quand même vraiment intéressants parce qu'on avait vu l'interdiction des portables en classe. Et aussi ici, nos chefs ou bien les dirigeants, ils ont pris l'engagement de respecter cette interdiction du portable. En fait, dès à l'entrée de l'école en classe, il y avait même des surveillants qui restaient à la porte pour vérifier est-ce que réellement les élèves ont amené leur portable ou pas. Aujourd'hui, ils en sont à le 3e jour d'examen. Reste aux candidats d'attendre les résultats. Un violent affrontement entre partisans d'Abdou Karim Sall, le DG de l'ARTP, et ceux d'Abdoulaye Pouye, maire de la localité. Le bilan des blessés enregistrés, la permanence de la paire saccagée, ainsi que des véhicules particuliers. Les détails dans cette correspondance signée Salif Sow. Voici l'état dans lequel s'est retrouvée la maison APR de la banlieue.
Jets de pierre et cocktails Molotov ont envahi la permanence APR de Mbao. En plus des dégâts matériels, des blessés ont été enregistrés. 4 véhicules aussi ont été caillassés. Le saccage s'est fait à visage découvert suite à un point de presse des casseurs. Le camp attaqué se bande les muscles, accuse et prépare sa riposte à la hauteur de l'attaque. Mercredi, les femmes qui soutiennent Abdou Karim se retrouvent ici pour faire le Jamra. Ils ont balancé des pierres, ils ont balancé des bombes fumogènes, ils ont poursuivi nos braves femmes jusqu'à l'intérieur du siège. Ils en ont blessé pas mal. Ils ont détruit toute la façade principale. Effectivement, nous allons porter plainte. Combat, nous avons compris qu'il n'est pas au tribunal, qu'il ne sera pas dans les salons. Le combat sera sur le terrain. Le combat, il est politique. L'accusé, le maire de Mbao, Abdoulaye Pouy, dégage en touche et donne sa version des faits. On a tenu une conférence de presse avec les notables, les personnes de la commune de Mbao. Ça, c'était l'initiative des populations pour dénoncer le comportement indu d'un responsable de la trempe d'Abdou Karim Sall. Les gens ont répondu présent. Certainement, ça ne leur a pas plu. Et lorsque les gens ont fait la manifestation vers la fin, il y a certains de ces affidés qui se sont permis de jeter des projectiles et des fumogènes au niveau de la foule. Et il y a eu une réponse certainement. La visite de terrain des chantiers de l'État dans la commune de Mbao par le coordonnateur de l'APR. Ici, la goutte d'eau de trop d'une série de provocations aux yeux des adversaires politiques d'Abdou Karim Sall. Parlons de l'affaire Imam Alioune Ndao. Maodo Malick Mbaye de l'APR salue l'acquittement du sieur Ndao de la vie donc du DG de l'ANAMO. C'est une décision de justice qui prouve encore une fois de plus l'impartialité de la justice sénégalaise, contrairement à ce que soutiennent ses pourfendeurs. Le leader du mouvement Gëm Sa Bopp appelle la coalition Benno Bokk Yakaar à s'unir, à s'investir davantage sur le terrain politique. Ibrahima Kane. Maodo Malick Mbaye jette une pierre dans le jardin des pourfendeurs de la justice sénégalaise. Réagissant à l'acquittement de l'imam Alioune Badara Ndao, le directeur général de l'ANAMO a saisi l'occasion pour appeler certains à faire preuve de retenue mais aussi de bonne foi. Qui osent encore parler d'instrumentalisation de la justice. Et il faut qu'on arrête. Et là, c'est nos amis, les acteurs les hommes politiques de ce pays doivent arrêter de vouer aux gémonies la justice et les juges de ce pays. Nous avons une grande justice, nous avons de grands juges. Et il faut qu'on arrête de dire quand la justice libère, c'est une très bonne justice, c'est une justice indépendante. Quand elle condamne, qui plus est des hommes connus, des hommes politiques, cette justice est aux ordres. Je crois que ce n'est pas sérieux. Sur le plan politique, le leader du mouvement citoyen Gëm Sa Bopp, par ailleurs membre de Benno Bokk Yakaar, se dit étonné de la démarche adoptée par les leaders de la dite coalition. À part les femmes de Benno Bokk Yakaar à qui je rends un hommage appuyé, qui sont sur le terrain, qui prennent des initiatives, nous ne sentons pas Benno aux côtés du président de la République. Ce n'est pas par des communiqués laconiques. Ce n'est pas par des conférences de presse intempestives qu'il faut régler le problème. Je pense que nous avons besoin d'occuper le terrain. Nous avons besoin d'organiser un vaste rassemblement. Je pense qu'il nous faut une occupation permanente du terrain pour fouetter et l'ardeur et la psychologie et le moral de nos troupes pour une victoire éclatante au soir du 24 février 2019. Alors que la présidentielle se profile à l'horizon, Maodo Malick Mbaye appelle ses camarades de Benno Bokk Yakaar à s'investir davantage sur le terrain dans l'optique de réélire le président Sall dès le premier tour. Reparlons également de l'affaire Khalifa Sall, la détention du maire de Dakar. Malgré l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, est considéré par Moustapha Guirassy comme étant une défiance de l'État du Sénégal à l'encontre de la communauté ouest-africaine. Le patron du mouvement Sénégal en tête faisait face à la presse cet après-midi. Moustapha Guirassy, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Cheikh Hassan Affal.
Le Sénégal a désavoué la CEDEAO. Je pense que les conclusions de la CEDEAO, c'est clair. Le procès n'était pas équitable. Il fallait garantir donc aux citoyens Khalifa un procès équitable. Il y a une amende. J'ai entendu un dialogue sur les 35 millions. Oui, ça c'est la partie financière. Mais la déduction que devrait, de façon responsable, devait en tirer l'État du Sénégal, c'est de dire que puisque le procès n'a pas été équitable, donc le jugement et la condamnation, on devrait revoir tout cela. Maintenant qu'on vienne confirmer cela, je pense que c'est une façon de désavouer la communauté de la CEDEAO, la décision de justice. Et c'est une honte pour le système, pour notre justice, pour notre démocratie. C'est une honte de voir de façon mais aussi évidente que la justice est sélective. Parlons de toute autre chose. À présent, une brigade rénovée confiée à l'escadron de surveillance et d'intervention à Ouakam, un nouveau dispositif sécuritaire pour soulager les populations face à l'insécurité. Ces dernières apprécient positivement tout en espérant que cela va participer donc à améliorer la sécurité dans la zone. Un reportage signé sur place d'Issa Prera et Beidoufa. Babacar Diagne est natif de Ouakam. Quand on l'interpelle sur la situation sécuritaire de la commune, le Ouakamois qu'il est relativise. Au niveau de Ouakam, nous avons ce gros problème. Ici à Ouakam, nous n'avons pas de gros problèmes de sécurité. Les malfaiteurs se cachent pour exécuter leur forfait, mais aussi la population dénonce quand elle constate quelque chose qui est anormal. Dans la sécurité, nous devons dénoncer. Dans sa mercerie, Chérif Diassé totalise 42 ans de vie dans le village. L'homme connaît le Ouakam d'hier et d'aujourd'hui. De son avis, la localité n'a jamais eu de problèmes majeurs en matière de sécurité. Auparavant, il n'y a jamais eu de problème de sécurité à Ouakam, et même aujourd'hui. Maintenant, on n'a jamais assez de sécurité. Mais ici, quand même, il faut dire qu'on vit paisiblement. Une brigade flambant neuve, couplée à un escadron de surveillance et d'intervention rapide, un nouveau dispositif que semblent apprécier les habitants de Ouakam. Nous sommes des pères de famille et nous nous soucions vraiment de notre famille. Donc nous sommes vraiment rassurés avec la présence de cette nouvelle brigade et de l'escadron de surveillance. Si les populations s'impliquent avec les gendarmes, la collaboration sur les scènes, bon, on ne fera que saluer leur présence dans Ouakam. De nouveaux locaux, de nouveaux outils de travail et davantage de ressources humaines pour faire face à toutes sortes d'éventualités. Pour mieux réussir la mission, les hommes en bleu en appellent à la collaboration des populations. Et vous l'annoncez également dans les titres de cette édition, 235 milliards de francs CFA. C'est la somme que l'État du Sénégal doit à la Sénélec, une consommation des collectivités locales et d'autres démembrements de l'État. Le secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal appelle à une consommation rationnelle de l'électricité au paiement à date échue des factures. Baïdion, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Mambiram Diouf et Dembandawa. Moi, je ne connais pas l'encours de la dette de l'État vis-à-vis de la Sénélec, encore moins de la SONES. Mais ce que je sais, en tant qu'administrateur au titre de l'AMS au niveau de la SONES, c'est que ces entités souffrent terriblement des impayés des collectivités territoriales. Et moi, je suis maire, mais je veux être légaliste. Il n'est pas permis qu'un Sénégalais, quelle que soit sa position, puisse consommer un bien public sans payer. Ce qui est évident, c'est que dans nos collectivités locales, beaucoup de gens abusent de l'eau. Ils abusent de l'électricité et ils ne payent pas. Ce n'est pas normal. La Sénélec est une société nationale d'intérêt public. Si tous les démembrements de l'État ne payent pas l'électricité, la Sénélec ira à la faillite. Si les retards de facture que l'État détient sur la Sénélec et la SDE, si les retards de facture que l'État et les collectivités détiennent sur la Sénélec ne sont pas payés, ces sociétés ne sont pas viables. Je lance un appel à tous les collègues maires d'utiliser de façon rationnelle l'eau et l'électricité, mais de payer à date échue les factures qui leur sont présentes.
du mal à payer leurs factures d'électricité malgré les allègements apportés par l'État du Sénégal. Une situation qui s'explique par l'absence de ressources financières suffisantes dans les collectivités locales territoriales. Les détails dans cet élément signé Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Les collectivités territoriales sont sur la liste des gros débiteurs de la Sénélec, une situation qui en 2007 avait amené le président Wade à leur prendre une partie de la facture d'électricité dans le budget de l'État. Au niveau des communes, l'électricité peut être divisée en deux parties. L'électricité concernant les bâtiments administratifs et l'éclairage public. C'est en 2007, suite aux difficultés des communes de ne pas pouvoir payer la lourde facture de l'éclairage public, le président Wade d'alors a décidé d'épargner les communes du paiement des factures concernant uniquement l'éclairage public. Malgré tout, la situation reste la même. Les collectivités territoriales ne sont pas en mesure d'honorer leur engagement vis-à-vis de la Sénélec. Mais pour le paiement des administratifs, on a des sérieux problèmes de difficultés pour les paiements, pour le paiement de nos dettes vis-à-vis de la Sénélec. Vous devez combien aujourd'hui à la Sénélec? Actuellement, nous devons plus de 5 à 6 millions. Les maigres ressources dont elle dispose ne suffisent pas à régler certains problèmes. C'est à partir du budget primitif que nous payons. Il y a aussi les fonds de dotation. Maintenant, les fonds de dotation prévus dans l'électricité, donc uniquement c'est à côté de la santé. La seule solution qui vaille aujourd'hui pour les collectivités locales, c'est de rationaliser l'utilisation de cette énergie. Nous sommes en train d'utiliser le courant parce qu'on a essayé de tout faire pour éliminer certaines utilisations pour les climatiseurs. Aussi, l'éclat au niveau du bâtiment santé, on les a diminués, rien que pour rationaliser l'utilisation du courant. Mais sur un autre registre, les citoyens à leur tour doivent s'acquitter du paiement des taxes légales. Mais faudrait-il au préalable qu'ils sachent comment cet argent sera utilisé? Babacar Diouf, réglementation du secteur du commerce. Les commerçants de Grand Yoff montent au créneau. Ils invitent l'État à trancher une bonne fois pour toutes. Par ailleurs, ils comptent poursuivre leur combat de manière décentralisée. Ces commerçants étaient en rassemblement cet après-midi. Écoutons leur porte-parole. Il s'appelle Mamadou Samb. Il est interrogé par Maïmouna Ndiaye et Gervais Yao. Le gouvernement en personne, on voit que bon, si vraiment le gouvernement nous accompagne, mais ça reste à désirer. Parce que là, nous, Sénégalais, en tant que patriotes, nous nous disons que bon, on a pris une société étrangère qui est venue ici, dans notre pays, et là, par rapport comment dirais-je, par rapport à la société Auchan, qui est une multinationale, pour la concurrencer, ça va être difficile. Mais nous, malgré nous, avec nos maigres moyens, nous allons continuer à faire notre activité parce que là, c'est notre survie qui en dépend. Eux, ils ont parlé de réglementation du secteur, mais nous ne sommes pas pour. Nous ne sommes pas pour. Parce qu'il y a une concurrence déloyale au niveau de Auchan. Auchan fait du dumping et cela ne nous arrange pas du tout. Ndiobé, c'est un village de la commune de Sessène. Cette localité manque pratiquement de tout, pas d'eau ni électricité. L'accès aux soins pratiquement inexistant. Les détails avec Abdourahmane Diallo. Ndiob, un village situé dans la commune de Sessène. Ici, il n'y a pas d'électricité. Même pour charger un téléphone portable, il faut parcourir plus de 7 km. Nous nous posons la question au président Macky Sall. Est-ce que si nous faisons partie de ce pays, nous payons nos impôts à temps? Nous sommes fatigués, les jeunes n'ont pas d'emploi, nous sommes fatigués. Si nos batteries sont épuisées pour recharger nos portables, nous on fait 7 km pour recharger nos portables. Et pourquoi ça? Pourquoi nous sommes fatigués? L'eau aussi fait défaut, pas de robinet, ni de forage. On habite avec des proches du chef de l'État comme Omar Youm et Seringue Diop. On leur demande de transmettre nos souffrances à Macky Sall. Nos femmes parcourent des kilomètres pour trouver de l'eau. C'est difficile. Les femmes et les enfants de Diop rencontrent d'énormes difficultés pour accéder aux soins de santé. Surtout les femmes enceintes, elles rencontrent d'énormes difficultés. Imagine si elles ont des problèmes la nuit. On est obligé d'utiliser des charrettes. Parfois, avant d'arriver au poste de santé, elles accouchent dans des conditions déplorables.
Ces habitants de Ndiop, dans la commune de Sessène, avertissent les hommes politiques. Si leur problème n'est pas réglé avant 2019, il n'y aura pas de campagne électorale dans leur localité. Tiafoura, c'est dans la commune de Tilmaha Bakola Tibavan. Les populations réclament également la relance des travaux de la route principale du village, confrontée également aux sérieux problèmes d'eau. Gérante Diop Seylatia. Tiafoura, un village niché au cœur du Cayor, dans la commune de Tilmahambakol, est très difficile d'accès. Presque tous les véhicules qui s'y rendent s'embourbent sur la piste sablonneuse qui y mène. L'accès est difficile. Vous avez constaté que pour venir à Tiafoura, Tiafoura c'est la dernière localité du département. Il y a seulement une piste, il n'y a pas de chemin. Pour sortir, c'est très difficile. Il n'y a pas de voiture. Des fois, il y a une charrette qui n'a pas de charrette. Il y avait donc le maire Aïdara Sile, au temps de Ablaouad, qui avait essayé de construire donc un chemin en latérite de Tilmaha vers Ndindi. Le chemin avait été commencé. Au bout d'un certain temps, donc, les travaux ont été arrêtés. C'est une route qui peut relier la région de Djourbel et la région de Thiès. Si vous quittez Tilmaha, vous pouvez aller jusqu'à Djourbel et à partir de là, vers d'autres localités. Ce n'est pas tout, parce que ce village ancestral qui a eu à accueillir vers 1902 le fondateur du mouridisme, Serigne Touba, est confronté à de sérieux problèmes d'eau. C'est le problème de l'eau. Tout à l'heure, un marabout du nom de Serigne Murtala, qui est marabout dans le village de Kër Moustapha, donc l'a souligné. Donc, et ça, vous savez que déjà, les villages là, même vous avez aperçu, donc, sont pauvres. Les populations de Tiafoura ont mis à profit la commémoration de la rencontre entre Serigne Touba et Cheikh Matar Marim Silla pour revenir sur leur doléance. Du basket pour démarrer la page de sport avec le Saint-Louis Basket Club qui se qualifie pour la finale du championnat basketball féminin. C'est donc le Dakar Université Club qui sera l'adversaire de Saint-Louis Basket Club qui a pris le meilleur hier devant l'AS Ville de Dakar 62-65. Nous écoutons la satisfaction de l'entraîneur des Saint-Louisiennes. Il s'appelle Jupiter Nian. Il est interrogé par Ousseynou Diop. Féliciter mes filles qui ont sorti un grand jeu. Ce qui a été déterminant, ce que j'avais dit au départ, il faut que l'on soit constant en défense et pour ça il nous faut un bon mental. C'était le discours. On a fait un bon discours, elles ont perçu le discours et elles ont réagi par rapport à la suite. Au quatrième quart-temps, parce qu'on a fait jeu égal avec la ville de Dakar, au premier quart-temps, au deuxième et au troisième quart-temps. Mais maintenant, il fallait les user physiquement. Physiquement, on était beaucoup plus près qu'eux. Et les filles ont allé au charbon et ça paye. Et puis la troisième édition des Jeux africains de la jeunesse à Alger abrite l'événement qui a démarré hier avec la cérémonie d'ouverture. Le Sénégal y prend part avec 28 athlètes. 25 disciplines sont au programme avec 3000 filles et garçons de 14 à 18 ans venus de 54 pays qui sont en lice. Suivant à ce propos le ministre Mbagnick Ndiaye ainsi que le directeur de la haute compétition Souleymane Boundaoula Diop. Nous sommes aujourd'hui à Alger assistant à l'ouverture de la troisième édition des Jeux africains de la jeunesse. Une très forte délégation sénégalaise sous la conduite du président du comité olympique sportif sénégalais, M. Amadou Diagne Ndiaye, mais également la présence du directeur de la haute compétition et principalement de notre artiste national. Nous avons également remarqué la présence de Amadou Diaba, le président des Olympiens africains, mais également une très forte délégation sénégalaise qui a défilé sous les couleurs de la nation. Moi, je suis là en tant que président de la Confédération africaine d'escrime, membre de la Fédération africaine d'escrime et parmi les initiateurs de ces Jeux africains depuis Rabat, après Gaborone et là nous sommes à Alger. Vraiment, nous remercions le chef de l'État qui a tout mis à disposition à travers le ministre des Sports Matarba pour que véritablement la délégation sénégalaise puisse participer à ce rendez-vous du donner et du recevoir sportif et culturel de la jeunesse africaine. Donc nous avons assisté à une très belle cérémonie, très jeune, très fun, à l'image des participants qui sont des jeunes, parce que ne l'oublions pas, c'est une fête de la jeunesse. Et on a vu des jeunes déterminés, très enthousiastes et prêts à défendre leurs couleurs. Nous avons 28 athlètes, normalement on avait prévu 40 athlètes,
Mais beaucoup de nos athlètes ont eu des problèmes de passeport ou de carte d'identité. C'est pourquoi ils n'ont pas pu faire le déplacement. Donc là, nous sommes 28, mais 28 jeunes prêts à défendre le drapeau national. Et puis en football, retenez que les Lionceaux U20 du Sénégal vont jouer ce samedi leur match retour qualificatif à la Coupe d'Afrique face au Congo-Brazzaville. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul, 2 buts partout. Donc les Lions qui doivent se qualifier pour cette compétition en cas de résultat positif. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.